Robin, bonjour. Merci de nous accorder cette interview. À 27 ans, vous avez déjà un grand nombre d'initiatives à votre actif. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? En fait, il est simple. Moi, j'ai deux vies, disons, parallèles. J'ai été consultant pendant 7 ans dans l'Internet et les télécoms. Et comme c'est un travail qui ne m'intéressait pas, purement alimentaire, j'ai développé une vie politique à côté. Donc j'ai été militant d'abord chez les Verts. C'est comme ça que j'ai commencé, en soutenant Cohn-Bendit à sa campagne européenne en 99. Et puis je me suis rendu compte que Cohn-Bendit et les Verts, c'était pas du tout la même chose, donc j'en suis parti. Et je me suis lancé sur la démocratie, comment Internet et les médias modifient la démocratie. Et finalement, le journalisme. Et donc ça m'a fait m'intéresser au journalisme par le prisme de la critique des médias. En fait. D'accord, vous avez en plus fondé deux associations qui réfléchissent à la qualité de l'information et aux moyens dont elle peut se répandre dans le corps social. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, en gros, donc Tatami, la première, s'est créée il y a 5 ans. Et elle étudie comment Internet change le journalisme, parce qu'il y a des spécificités médiatiques. Et la deuxième, c'est Acuité, Association pour la qualité de l'information et de sa transmission, qui analyse qu'est-ce qu'une information de qualité, comment améliorer la qualité dans l'information. Donc l'actualité brûlante, c'est ce livre dont on va parler, Ils ont tué la télé publique, aux éditions du journalisme continu. Ce livre, vous avez eu vraiment beaucoup de soucis pour le sortir, pour le publier. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels ont été ces soucis? Oui, je pense qu'on peut parler de soucis. En fait, la situation est quasiment caricaturale. On ne vit pas dans une dictature, mais il y a quand même eu un étouffement sur ce livre, comme sur d'autres d'ailleurs. Je pourrais parler du livre qui vient de sortir sur Gérard Mullier, fondateur d'Auchan. Il n'a trouvé aucun éditeur. Et la personne, qui est un journaliste professionnel comme moi, moi je ne suis pas professionnel, et lui est professionnel, il était obligé de publier par lui-même et diffuser par Internet comme moi. Donc la spécificité qu'a ce livre, c'est que j'ai été contacté par un agent littéraire, donc on a fait le tour des maisons d'édition parmi les plus grosses en très peu de temps finalement, et on a eu 20 à 25 refus très rapidement. Mais le projet du livre me paraissait très intéressant, et en fait je n'ai compris qu'en menant cette enquête, pourquoi il avait été refusé de partout. Et la raison est très simple, c'est qu'on s'attaque, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on analyse un mécanisme d'une une personnalité, en l'occurrence Thierry Ardisson, qui se trouve être la première prescriptrice de livres en France. Voilà. Et ça, les maisons d'édition, elles ne sont pas prêtes à jouer le jeu. Alors on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous décidez de fonder les éditions du journalisme continu. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment on n'a pas le choix, soit on jette tout son travail à la poubelle, soit on le publie sur Internet gratuitement, soit on fonde sa maison d'édition, et c'est ce que j'ai fait. Et j'estime pas être auto-édité, puisque ma maison va servir maintenant à publier d'autres travaux, d'autres journalistes comme moi, qui ont été refusés de partout, alors qu'il y a vraiment un intérêt en rapport avec l'actualité, une certaine légitimité, et souvent des collusions d'intérêts, ou du politiquement incorrect. Donc votre site en fait va sortir à une fréquence, à une cadence d'un livre par mois, grosso modo? Non, alors au départ on va commencer un par trimestre. Un par trimestre, d'accord. Voilà, parce que ça nécessite de la trésorerie, ça nécessite des ventes. Et on lance une opération pour une vie de livre qui permet d'avoir plus de trésorerie dès le départ, ce qui est une première dans le monde de l'édition, c'est-à-dire qu'on propose aux souscripteurs de recevoir à vie tous nos livres, tous les livres qui sortiront. Alors ça peut être 2 comme ça peut être 1000, c'est-à-dire personne ne le sait aujourd'hui. Nous, le but c'est que ce soit quand même plus proche de 1000 que de 2, et c'est un pari qu'on propose, et nous ça nous permet d'avoir plus de trésorerie au départ, ce qui garantit la suite, et au lecteur ça permet d'avoir une vie de livre. S'il en sort un par trimestre pendant 10 ans par exemple, je laisse faire le calcul. Alors revenons sur ce livre qui est vraiment un pavé dans la mare. Le point de départ de ce livre, c'est la crise de 96. Cette crise de 96 qui marque le service public, où on s'aperçoit que des animateurs vedettes s'enrichissent très rapidement. Et vous faites le constat que rien n'a changé. Hein, et donc, vous pouvez nous en parler un petit peu Oui, déjà 2 mots sur pourquoi la télévision publique et pas le service privé, ou la télévision dans son ensemble. Il y a plein de livres qui sortent, la télévision, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment en tant que citoyen, je paye une redevance, je paye des impôts. Finalement, on paye tous des impôts,
Donc la télévision qu'on nous propose, par définition, doit refléter la société, ses contradictions, elle doit être plus démocratique que les autres, et c'est ça qui m'intéresse d'abord et avant tout, et c'est là où j'ai une légitimité pour le critiquer. TF1, M6 ou autre, on peut éteindre sa télé, puisque c'est financé par la publicité. Le service public, c'est différent. C'est vous, c'est nous, c'est tous ceux qui nous regardent, c'est tout le monde, même ceux qui ne payent pas d'impôts sur le revenu, ils payent des taxes à l'État, qui l'investit après en partie dans la télévision publique. Et c'est une première chose. Et c'est d'autant plus légitime qu'il y a des textes, en fait, qui fondent les principes de fonctionnement et qui doivent inspirer au quotidien le fonctionnement du service public, qui devrait. Et donc, à partir de là, on regarde ce qui s'est passé. Donc, effectivement, il y a eu la crise de 96, qui était une crise purement économique, qu'incarnait Delarue à l'époque, qui est toujours là. Rien n'a changé, en fait, puisqu'il touche à peu près la même chose qu'à l'époque. Donc, en fait, on baigne dans une crise économique sans que personne nous en parle, puisqu'on s'y est habitué, finalement. Mais moi, j'ai mis le doigt sur une autre crise, alors là, dont on parle encore moins, et que personne n'y a vraiment identifié à part moi, c'est une crise morale. Et je pense que c'est plus grave encore, et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Ils ont tué la télé publique », parce que la crise économique, encore, bon, l'argent, ça va, ça vient. La morale, je trouve que c'est un autre niveau, et comme on est tous concernés, ça m'intéressait de partager le fruit de mes recherches avec un maximum de gens. Alors, parmi ceux qui ont le plus contribué à tuer la télé publique, il y a donc le personnage central de votre enquête, Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, vous pouvez nous dire quel a été le point de départ de votre intérêt pour lui, en fait? Pourquoi lui spécifiquement et pourquoi pas un autre animateur vedette? Au départ, c'est peut-être difficile à croire, mais c'est le hasard. Je m'intéressais au plagiat d'Alain Minck d'un livre de Spinoza, dont je connais la personne qui s'est fait plagier. Bon. Et puis sur un site internet, j'ai trouvé le plagiat d'Ardisson. Et j'ignorais qu'il avait plagié, et donc service public, plagiat, je ne savais pas encore que c'était le premier prescripteur de livres en France, mais déjà il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et donc j'ai enquêté sur son plagiat, et en fait je me suis rendu compte qu'il mentait en plus à son sujet, qu'il minimisait son ampleur, et qu'il parlait de 6 pages plagiées alors qu'il avait plagié 60 pages. J'ai découvert 60 pages. Et j'ai révélé ça en septembre. Et par la suite, j'ai tiré la plotte et tout est venu, disons. Et c'était pas un hasard que je tombe par hasard sur Ardisson, justement. C'est que plus il y a d'éléments, plus on a de chances de tomber dessus. Et pour les autres, j'en parle aussi un peu, mais il y a beaucoup moins d'éléments à charge, donc tout simplement, je n'ai pas pu les trouver par hasard. Alors vous découvrez Ardisson l'imposteur, et lui vous découvre sur ce passage à la télé en septembre 2005. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Vous avez été expulsé du plateau, je crois. Ah oui, c'est-à-dire que Canal+, donc c'est la chaîne de la liberté d'expression, c'est bien connu, et donc je m'en suis fait éjecter manu militari, parce que j'ai osé dire face à face avec Ardisson qu'il mentait, et j'ai pas été attaqué là-dessus, ni par Canal+, ni par Ardisson, parce que c'était vrai, j'en avais toutes les preuves. Et d'ailleurs, Daniel Schneiderman, par la suite, a fait sa contre-enquête et a démontré que j'avais bien raison. Par contre, il a essayé de vous disqualifier in situ, en faisant une attaque sur votre personne, en vous prêtant des liens avec Dieudonné. Bien sûr. C'est une technique de communication. Je rappelle que Ardisson est publicitaire au départ, ce que j'analyse très bien dans le livre, comme Jean-Luc Delarue d'ailleurs. C'est-à-dire que la publicité a vraiment investi le service public. Et en bon publicitaire, Thierry Ardisson sait comment adapter une situation à sa communication. Et là, en l'occurrence, c'était l'attaque ad hominem qu'il fallait employer, puisque quand on n'a rien à dire contre une thèse, pour la disqualifier, on disqualifie la personne. Et donc, voilà, d'être approché avec Dieudonné, d'être traité d'antisémite, c'était pas un problème pour lui. Et il était à milieu de penser que Schneiderman ferait sa contre-enquête pour démontrer que j'avais non seulement aucun lien avec Dieudonné, mais en plus tout ce dont je parlais n'avait aucun lien avec les Juifs, mais en plus c'était vrai. Alors, bon, déjà, il faut savoir que je suis le premier à en parler, publiquement, mais d'autres ont essayé de faire sortir ces idées avant. Je pense notamment à Grégory Proch qui avait fait un tant pis pour vous avec Ardisson et la passion des Juifs. Mais enfin, il n'avait pas été plus loin parce que faut un certain, je pense, peut-être une folie, peut-être un courage, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas un sujet politiquement correct, ça c'est sûr. Surtout de dire qu'un des animateurs principaux de la télévision de service public a une obsession des Juifs.
Alors je précise tout de suite que je dis à aucun moment qu'il est antisémite, et je dis même qu'on ne peut pas dire qu'il l'est, d'après les preuves publiques que j'apporte moi-même. Par contre, ce qu'on peut dire certainement, c'est qu'il a une obsession des juifs, et elle se manifeste sous beaucoup de manières. Vous avez par exemple un nombre incalculable de citations antisémites qu'il va rappeler pour ses invités, en les disqualifiant évidemment, en disant comment vous avez pu dire une chose pareille, mais il va répéter plusieurs fois la citation. C'est assez intéressant. Enfin, en tout cas, on le voit nulle part ailleurs. Il va rappeler systématiquement les origines de ces juifs, alors de que ces ça n'a invités. aucune importance et ça n'interfère aucunement dans ce que la personne vient présenter. Ou, Si, ça dire. peut avoir une importance dans des cas particuliers, mais en l'occurrence, pas d'une manière aussi systématique. Ouais, d'accord. Et Bernard Kouchner, nous savons que vous êtes d'origine juive, etc. Ça n'apporte rien, et ça va même plus loin. C'est-à-dire que je prends le cas de Danny Boone, par exemple, à qui il va coller une étoile jaune en faisant une interview de lui, déjà en lui demandant de confirmer qu'il s'est bien converti au judaïsme, ce que Il ne lui-même, regarde que lui. ce qui d'une part ne regarde que lui, et ce que lui-même n'avait pas abordé de par lui-même, ce qui est quand même... Et comme c'est Ardisson qui gère le montage derrière, Boone ne pouvait pas dire attendez ça, vous coupez. En fait, il a joué le jeu, et il s'est retrouvé avec une interview de 7 minutes, avec marqué en dessous, c'était une interview bon juif. Donc maintenant, l'intérêt pour Ardisson, c'est que, j'imagine, en tout cas ce sont les faits, c'est qu'on associe Boone avec juif. Voilà, au lieu de s'intéresser à son travail, on fait la relation avec ses origines, pas ses origines, mais ce à quoi il s'est converti, alors que ça n'apporte rien. Alors il y a des paravents comme ça qui cachent un petit peu ses obsessions. Alors, c'est important de le dire, moi je ne veux pas sonder son âme, je m'en fiche éperdument. Toutes les personnes que j'incrimine dans le livre, ce ne sont pas les personnes en elles-mêmes, mais c'est le système que je vise, à travers elles. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si le titre du livre c'est « Ils ont tué la télé publique ». Donc dans le cas d'Ardisson, force est de constater qu'en effet, il a un certain nombre d'obsessions, mais qu'il ne peut pas assumer en tant que tel. Et en bon maître de la communication et de la publicité, il va les cacher, il va les modifier pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est quelqu'un de respectable. Et donc je prends un certain nombre d'exemples qui sont les plus évidents. Il s'affiche depuis très longtemps comme étant monarchiste, comme étant papiste, qui n'est pas un terme neutre. Je veux dire, quand on se dit papiste, c'est pas simplement chrétien, c'est pas simplement catholique, c'est Rome, quoi. Bon. Alors il y va pas avec le dos de la cuillère, et de la même manière, il fait crier gloire à Satan sur son plateau. Ça ne lui pose aucun souci. Non, je veux dire, quand on analyse, je pense que c'est la grosse valeur de ce livre, c'est de prendre du recul. On sait que un des grands pouvoirs de la télévision, c'est que chaque nouvelle image vient remplacer la précédente. De telle sorte qu'on assiste à un phénomène de lavage de cerveau, finalement, plus ou moins inconscient. L'idée, c'est de reprendre du recul. Moi, j'analyse 4 ans, tout le monde en parle, avec les 1667 invités, et j'essaye d'en tirer des tendances. Et elles apparaissent. Je veux dire, on voit qu'il y a des thèmes qui sont systématiquement favorisés par Ardisson. L'islamisme. L'islamisme, oui. Mais clairement. La théorie du complot. C'est le créateur, entre guillemets, Thierry Messant, c'est celui qui lui a donné cette respectabilité du service public et pour lequel il n'a jamais été sanctionné. Et d'autres thèmes qu'il défavorise systématiquement. Alors, c'est l'anti-islamisme, par exemple, avec Rushdie, avec Dantec, avec Caroline Forest, avec Christophe Deloire. Enfin, les exemples sont multiples. Et c'est là où on peut dire qu'il défavorise ou favorise certaines idées. Moi, je n'aurais pas la prétention de dire qu'il les partage, parce que ça ne m'intéresse pas. Et puis, moi, ce qui compte, c'est comment le téléspectateur reçoit l'information, comment est-ce qu'il peut l'analyser effectivement. En fait, ce qui est intéressant, c'est déjà le concept, qui n'est pas de moi. C'est un concept sociologique. Et après, moi, je fais simplement le rapprochement avec ces émissions-là. Et d'ailleurs, pas que celle d'Ardisson. Celle de Fogiel et Drucker sont concernées. C'est-à-dire que la propagande glauque, c'est de dire il y a 2 univers télévisuels. Vous avez l'univers politique et l'univers divertissement. Dans l'univers politique, les téléspectateurs sont prêts à entendre des idées politiques, donc ils se mettent dans un état d'esprit où ils vont entrer en résonance, éventuellement ils vont rejeter certaines idées, ils vont faire le tri, ils seront en alerte, globalement.
Avec les émissions de divertissement, c'est pas du tout ça. C'est divertissant, donc on s'ouvre, on rit, souvent. Baffy est là pour dire 3 conneries et te payer 6 000 € par émission. Donc, ça, c'est une parenthèse. Et ça arrive à une heure où tout le monde est réceptif. Ça arrive à une heure où on est fatigué, on rentre du travail, on a envie de se changer les idées, donc on est là, mais on se pose pas, finalement pas trop de questions. Et les idées qui nous arrivent s'imprègnent dans notre inconscient sans qu'on en ait conscience, par définition. Et c'est grave, parce que quelles que soient ces idées, le simple fait qu'on n'en ait pas conscience, en tant que téléspectateur citoyen, devrait poser un certain nombre de questions aux gens qui gèrent la télévision publique et qui vont renouveler ces talk-shows, même s'ils changent les têtes en fait. Ils vont mettre des clones à la place, en l'occurrence Bern et Ruquier, et puis ça va continuer. Donc c'est vraiment ça le problème de fond. Et alors, dans le cas d'Ardisson, c'est le summum, puisque lui-même utilise cette propagande glauque, mais rajoute en plus le fait, les paravents dont vous parliez, c'est-à-dire qu'on croit qu'il est catholique et qu'il est monarchiste, alors qu'en fait il n'en est rien, et les idées qu'il fait passer dans le débat public sont des idées souvent inverses. Vous parlez dans votre livre d'extrême gauche caviar en fait. Oui, je pense qu'elles peuvent être qualifiées ainsi. Alors il y a une exception, parce que on voit que c'est un opportunisme, mais le show d'Ardisson est peut-être celui qui est le plus sioniste aujourd'hui en France. Et il l'est maladivement, c'est-à-dire que ça ne peut pas être un sionisme sincère, je pense. On peut respecter ou pas le sionisme, mais dans son cas, on voit bien que c'est contradictoire déjà avec les autres thèmes qu'il favorise, à savoir l'islamisme et l'anti-américanisme primaire. Déjà, c'est pas très logique. Mais en plus, il en fait des tonnes. Donc au bout d'un moment, et alors je relis ça, parce que tout est lié finalement. Quand il en fait des tonnes sur son plagiat de Pondichéry, regardez, j'ai fait 6 pages, j'ai plagié 6 pages, je l'avoue, je suis un bon chrétien, alors qu'en fait, il a plagié 60 pages. Donc en fait, c'est ce que j'appelle se cacher dans la lumière. Regardez, 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 et puis j'approche ma main tellement près qu'on ne voit plus. Je prends le même exemple avec Thierry Messant. Ah, Thierry Messant, ma plus grosse erreur. Ça, on va rappeler pour nos lecteurs, c'est quand même celui qui a dit qu'un missile américain s'était craché, qu'il n'y avait pas eu de Boeing. Ouais. Hein, c'était un missile américain qui s'était craché sur le Pentagone. Alors bon. D'abord, il a dit que c'était qu'il n'y avait pas eu d'avion, mais que c'était un missile qui avait été tiré sur le Pentagone. Après, dans le Pentagate, il a changé de version. Il a dit que c'était plutôt un lance-roquette, un avion, un camion. Donc déjà, c'était pas logique. Mais si vous voulez, il se basait sur aucune preuve. Il impliquait le gouvernement américain là-dedans. Bon. Et il avait un succès de librairie terrible dans les pays arabes. Voilà. Déjà en France, c'est-à-dire que son livre se vendait à quelques centaines d'exemplaires par semaine avant son passage chez Ardisson. Et après, la semaine suivante, il s'est vendu à 100 000 exemplaires. Ce sont des statistiques officielles. Alors, je vous coupe un petit peu parce que c'est très très intéressant de savoir que Thierry Messant, en même temps, c'est le réseau Voltaire. Ouais. Le réseau Voltaire qui a des liens aussi très très forts avec le pornographe Michel Sidbon. Est-ce que ce petit monde, est-ce que c'est pas des synergies tout ça disons que moi, sur les faits, oui, c'est évident qu'il y a un certain nombre de réseaux qui s'entraident parce qu'ils ont des intérêts convergents à un moment. Mais là, par exemple, Michel Sidbon vient de sortir du réseau Voltaire après de longues années de mécénat, hein, quand même. Faut pas l'oublier. En février 2005, il a dit non, là c'est trop. Vous avez des réseaux islamistes aussi, parce qu'il faut savoir que l'Iran a financé l'édition iranienne du livre de Messant. C'est lui-même qui s'en targue. Enfin, je veux dire. Et alors, c'est d'ailleurs intéressant de faire un parallèle entre ce qu'a fait Ardisson par rapport à Rushdie, par rapport à Messant. C'est-à-dire, le premier s'est fait menacer de mort en direct sur son plateau, le second, il lui a déroulé le tapis rouge. C'est exactement la même chose qu'a fait l'Iran. Entre guillemets. Donc il y a un moment où les faits parlent d'eux-mêmes, mais le plus troublant dans cette affaire, et c'est ce qui me fait dire que la télévision publique est morte, l'esprit du service public est mort à la télévision française, c'est que ça n'a jamais été condamné par les plus hauts dirigeants de la chaîne. Et même par De Carolis, qui était en poste quand Rushdie s'est fait menacer de mort. Ils ont essayé d'étouffer l'affaire. Bon, moi quand j'ai interpellé De Carolis publiquement devant 200 personnes au forum d'ici Moulineau, il m'a dit écoutez, j'ai pas eu le temps de lire votre livre, monsieur, vous êtes gentil. Alors il y a des choses qui passent pas parce que évidemment on n'en sait rien puisque c'est coupé au montage. À travers le montage, Ardisson nettoie un petit peu l'émission, le produit final, enfin dans un sens qui l'arrange aussi. Hein.
Mais c'était quand même des moments terribles sur Tout le monde en parle. Et oui, c'est pour ça que je suis un peu moins dur avec Fogiel qu'avec Ardisson, parce que Fogiel a le mérite d'être en direct. Hein, ce qui a permis des événements comme le sketch de Dieudonné. Bon, on peut avoir n'importe quel avis là-dessus, mais enfin, ça reste une liberté d'expression. Et là où chez Ardisson, il n'y a plus rien, c'est-à-dire c'est la pravda, je crois qu'on peut le dire. C'est-à-dire qu'il va sélectionner les discours qui l'intéressent, ceux qui ne vont pas vraiment dans le sens où il veut aller, il les zappe. Et c'est tout un mécanisme que j'ai analysé dans le livre où c'est pas forcément... ça peut être des propos qu'il va couper, ça peut être une disposition de plateau. Quand vous avez Christophe Deloire qui vient défendre un livre sur l'islamisme, contre l'islamisme, il est à 1 contre 4. Quand vous avez... je sais pas moi... Dantec, qui était invité Dantec, contre Malek alors Chebel. lui c'est autre chose, il a un invité surprise. Et donc tout cela, c'est fait pour déstabiliser les invités qu'il n'aime pas. Les invités qu'il aime bien, il va les faire venir au début de l'émission pour rester jusqu'à la fin, alors que ceux qu'il n'aime pas, il va les limoger à la fin de leur interview. Donc tout ça, on peut le voir vraiment qu'en effectivement visionnant plusieurs centaines d'heures, ce qui était la partie la plus difficile de mon travail. Mais force est de constater que c'est évident, personne n'en parle, et de Carolis le dernier. Donc le mode de fonctionnement maintenant des grandes émissions, c'est l'advertainment. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste et citer des exemples concrets de système de fonctionnement? Oui, alors voilà un nouveau mot inventé par nos publicitaires qui maintenant détiennent une grosse partie du pouvoir d'influence dans les médias. En fait, on a connu l'information, c'était le temps de l'ORTF en gros, bon, c'était une information manipulée, donc c'était pas la panacée, mais c'était l'information. Et la voix de la France notamment. Après, on est passé à l'infotainment, qui était un mélange d'information et de divertissement. Les gens croient qu'on est encore dans cette ère-là, alors qu'on est déjà passé depuis très longtemps, et notamment avec des gens comme Ardisson, à la phase suivante, qui s'appelle l'advertainment. Alors là, il n'y a même plus d'information. On est d'un côté dans la partie advert, ça veut dire pub, et de l'autre côté, tainment, ça veut dire loisir. Et ça donne quoi? Ça donne Tout le monde en parle, ça donne On a tout essayé, ça donne Laurent Ruquier. Qu'est-ce que c'est l'advertainment? C'est en fait de la publicité qui divertit. Et France Télévisions a annoncé qu'elle va couper ses émissions par de la publicité. Nouvelle... alors, ça c'est le bonheur, parce que honnêtement, vous avez 2h30 de publicité avec Tout le monde en parle. Enfin, vous aviez, parce que l'émission qui va le remplacer, ce sera pareil. Vous aurez 2h30 de publicité, des gens qui viennent vendre leur dernier spectacle, leur dernier livre, leur dernier... souvent People d'ailleurs, ou Trash. Bon. Et vous allez le couper avec de la pub. C'est-à-dire que il y aura c'est un scandale. Et personne ne réagit. Enfin, ça n'a ému personne, alors que, on parlait de 96 tout à l'heure, il a été dit clairement, dans un rapport du Sénat, par exemple, que je cite dans le livre, qu'une des raisons pour lesquelles il y avait eu la crise économique, c'est parce qu'il y avait trop de publicité. Et que le service public n'avait pas pour vocation de marcher sur les plates-bandes de TF1. Alors c'est jamais gratuit de s'en prendre aux puissants. Comment vous avez vécu la suite de vos interventions intempestives à la télévision et puis surtout vos apparitions sur les chaînes de radio? Oui, alors le plus difficile à vivre, c'est le manque de distribution en fait, puisque les réseaux de distribution, il faut savoir que là aussi c'est un marché qui est très concentré. Vous avez Interforum, Gallimard, Editis, aucun n'a voulu diffuser mon livre. Donc vous êtes amené, j'ai été amené à diffuser mon livre principalement sur Internet, ce qui est devenu mon modèle économique principal. Et je veux justement profiter de ça pour lancer un nouveau modèle économique dans l'édition. On verra si ça marche. Mais j'ai eu droit à mon baptême du feu aussi. C'est-à-dire que j'ai été attaqué par un autre éditeur qui voyait en moi un nouveau concurrent, Guy Berenbaum pour ne pas le nommer. Alors Guy Berenbaum, c'est toute une histoire, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a refusé le livre, parce qu'on a été le voir avec mon agent, donc ils ne se sont pas plu au niveau idéologique, et je pense que c'est pour ça qu'il a refusé le livre, mais
c'est aussi parce qu'il était très proche d'Ardisson, et plus généralement, Ardisson, Fogiel et compagnie lui servent pour vendre ses livres. Bon. Il a travaillé avec Carl Zero, enfin bon, tous ces gens là qui viennent d'éjecter ou de partir à Canal+, ou à M6, ce sont des gens dont Birenbaum est proche. Et lui, il crie à la régularisation politique, voilà, au conformisme de masse, pas de masse, au conformisme, parce que ces gens-là partiraient. Mais c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que déjà Fogiel, lui, il va sur M6, donc il n'est pas parti, et puis c'est lui qui recevait le plus les gens du gouvernement de droite. Donc en termes de retour du conformisme. Mais Birenbaum m'a attaqué, alors que c'est peut-être l'un de ceux qui fait le plus le lit du Front National ces 20 dernières années, et qui se targue de leur taper dessus, comme Carl Zero d'ailleurs. Ils n'ont pas compris la logique antiraciste qui consiste à créer du racisme à cause de l'antiracisme. Mais il se glorifie de taper sur le Front National, ce qui est toujours plus sympathique. De la même manière, il est francophobe d'une manière affligeante. C'est-à-dire quand il sort un livre comme Le Crime de Napoléon, de Claude Ribes, il va comparer Napoléon à Hitler, alors que, honnêtement, c'est une concurrence victimaire, c'est une erreur historique. Je veux dire, comparer Napoléon à Hitler, simplement parce que il a vu que Dieudonné avait énormément de médias, qui étaient certes hostiles avec lui, mais parce que Dieudonné commençait à taper sur ce qu'il appelle le lobby sioniste, en tout cas organiser une certaine comparaison entre la Shoah et l'esclavage, il a trouvé l'équivalent antillais, Claude Ribes, et il l'a lancé sur le même domaine. Sauf que là, en plus, oui, par exemple, Dieudonné vient de déclarer De Gaulle était le plus grand des racistes. C'est dans la même veine. C'est-à-dire que Claude Ribes dit Napoléon, c'est Hitler. En gros, ne lisez plus vos livres d'histoire. Donc, voilà la personne qui me donne des leçons aujourd'hui. Et moi, je suis fier de recevoir ces crachats parce que ils sont franchement nauséabonds. Et d'ailleurs, c'est Alain Finkielkraut qui a annoncé sur RCJ récemment que Birenbaum allait publier un brûlot sur lui, donc qui s'appelle La Nouvelle Droite, l'affaire Finkielkraut. Et voilà, Finkielkraut, un vrai patriote, qui est mis en cause par des vrais faux patriotes en fait. Voilà où on en est, et voilà les gens qui font partie de ce système. Parce que Birenbaum est très affilié avec Michel Lafon, qui est un autre éditeur, qui était un de ceux qui passait le plus chez Ardisson. Moi, je l'ai très bien analysé. Malheureusement, je l'ai analysé après avoir rencontré Birenbaum. Ce qui ne m'a pas permis de comprendre pourquoi il avait refusé mon livre. Lui qui se disait éditeur de brûlots, polémique, etc. Mais pour ce qui est théorie du complot, il est très proche aussi. Il vient de publier un bouquin sur la mort de Coluche. Sans preuve, évidemment, parce que le dossier serait égaré. Oui, monsieur Birenbaum, mais il y a un moment, ça finit par se voir, vos histoires. Donc, il m'accuse de l'avoir accusé d'être proche d'Ardisson. C'est pas moi qui regrette le départ d'Ardisson, c'est lui. Donc, à un moment, il faut qu'il assume. Mais je pense que personne n'ose vraiment lui dire ça en face parce que ils ont tous peur de se prendre une enquête aux fesses. Moi, c'est pas mon cas et de toute façon, j'ai rien à cacher. Et en plus, les enquêtes, c'est mon domaine aussi. Donc, on parle au moins d'égal à égal à ce niveau-là. Le reste, tout nous sépare ou presque. Monsieur Ardisson a dit que tout était faux dans mon livre. Il l'a déclaré, parce que Technicart a fait un portrait de moi qui est sorti au mois de juin, et ils lui ont posé des questions. Comment vous analysez tout ce que Jean Robin peut dire sur vous? C'est pas étonnant qu'il ait dit tout est faux, puisqu'il y a 500 notes dans le livre. Qui sont accessibles à tout le monde d'ailleurs. Hein. Tout le monde peut vérifier, puisque ce sont des sources publiques et ouvertes. C'est tout à son honneur d'avoir dit que tout était faux, puisqu'il est à son niveau. Mais encore une fois, moi, mon objectif, c'était pas d'avoir un débat avec lui ou d'avoir ses réactions, puisque je les connaissais d'avance, mais c'était d'avoir celle de Patrick de Carolis, son patron, voire celle de Chirac éventuellement. Enfin bon, ne rêvons pas. En l'occurrence, tout le monde s'en fout. Voilà. Jean Robin, quels sont vos projets pour la suite ? Alors le projet déjà c'est d'arriver au point mort pour la maison d'édition, ça c'est clair, mais on n'est pas loin. Donc on a déjà 3, peut-être 4 livres qui sont prévus,
donc pour les 3-4 prochains trimestres qui viennent. Le prochain sort fin août. Alors ça sera une énorme polémique, c'est sur la problématique justement de l'antiracisme et du racisme. Encore une. Oui, mais c'est tellement important, je veux dire, c'est Finkielkraut encore qui dit que l'antiracisme est le communisme du 21e siècle. Moi j'y souscris entièrement et on a fait un livre là-dessus qui viendra, j'espère, donner un écho opposé au livre de Birnbaum sur Finkielkraut, parce que sinon il n'y a plus de débat dans notre pays et l'antiracisme a gagné. Donc il y a ce livre-là qui va sortir, qui est une analyse à la fois de l'antiracisme et puis du communautarisme, d'un certain communautarisme. Je laisse un peu le suspense, mais c'est un livre qui va déranger énormément de gens. C'est un livre qui a été refusé de partout, puisque c'est le thème de notre maison d'édition. Généralement, soit des livres refusés de partout, soit des livres qui ne sont même pas soumis aux maisons, de peur de faire fuiter, ou parce que les auteurs sont certains qu'ils seront refusés. Et voilà, et on va rester pour l'instant sur le rythme d'un livre par trimestre, parce que déjà c'est par rapport au nombre de manuscrits qu'on a reçus. Et puis surtout, le prochain livre va déterminer beaucoup de choses. Ça peut être à mon avis une polémique d'ordre mondial, puisque ça implique également la politique de la France, ces 25 dernières années, un certain côté de la politique de la France. Selon les réactions, je suis sûr que Guy Birnbaum va se déchaîner, mais ça sera tout à mon honneur. Et malheureusement, ça ne sera pas le seul, mais le but, c'est de faire avancer le débat dans une société où le politiquement correct et la pensée dominante est devenue... c'est pas les camps de concentration, c'est pas le goulag, mais on a notre autocensure qui est propre aux sociétés dites démocratiques ou libérales. Et c'est contre ça qu'on veut lutter. Et on s'est bien rendu compte en montant cette maison qu'il y avait des forces qui empêchaient de faire sortir certaines informations, un système qui est bien en place et qui ne souhaite pas être dérangé. Donc nous, notre but, c'est de faire exploser ces barrières et d'ouvrir le débat. On n'est pas anarchiste. La conclusion de ce bouquin-là, c'est que l'État reprenne ses responsabilités en régularisant le marché des médias. Donc on est très loin de ça. Mais il y a des vérités qui méritent d'être dites et qui... nous, on veut toucher les tabous. Pas tous, mais enfin ceux qui méritent d'être divulgués. Et en l'occurrence, au moins les 2 prochains bouquins sont des tabous parmi les plus importants de la société française. Donc ils devraient avoir un certain écho. En gros, ça sera soit l'étouffement total, ou alors vous nous interviewerez, voilà. Oui, bien sûr, parce qu'on a ça en commun. On a ça en commun. Bah, très bien. Alors soit ça sera je serai le nouveau, je sais pas moi, Dieudonné, Dantec et Finkielkraut à la fois, vous voyez, c'est ce qui serait assez marrant. D'accord, vous nous jouez un gros coup alors pour la rentrée. Ouais. Bah, disons que si on y réfléchit bien, si on voit à peu près tous les sujets politiques qui méritent d'être traités, ces 25 dernières années, c'est peut-être celui, par rapport au mérite qu'il devrait recevoir, a le moins été traité, quoi. Donc il sera traité par nous.